On a plus démoli ces 20 dernières années que sur l'ensemble des 2 guerres mondiales. On a des marchés publics qui visent toujours le moins cher. Ça, c'est le problème en Wallonie. Dans 20 ans, on sera quasiment la moitié de la vie, la gare de Calatrava. Enseigner Le Corbusier encore aujourd'hui, le glorifier dans les facultés d'architecture, c'est soutenir un projet qui est fasciste. Salut tout le monde, bienvenue dans Snack. Aujourd'hui, on est avec Virgile Declercq. Il est président de l'ASBL Communauté Historia. C'est une ASBL qui milite pour la préservation du patrimoine. On va en parler direct avec lui, mais d'abord, likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous aidera bien. On commence direct avec Virgile. Bonjour Virgile, enchanté de te recevoir ici, c'est magnifique. Mais moi de même. Parce qu'on se connaît depuis assez longtemps. Aujourd'hui, tu sors un bouquin qui s'appelle Héritage. C'est un essai à propos donc de tes luttes de ces dernières années avec ton ASBL, Communauté Historia. Et on va parler directement de tes combats quotidiens. Mais d'abord, c'est quoi ton ASBL, Communauté Historia? Alors, la Communauté Historia, c'est une association née maintenant depuis 2018 qui veille finalement à protéger le patrimoine, mais pas seulement. C'est une association qui s'est donné le but de revaloriser l'artisanat, le côté local aux choses, de défendre des édifices qui puissent encore nous transmettre quelque chose, dans leur qualité d'exécution, dans la relation au local, à la beauté, à l'esthétique, et de voir le patrimoine non pas comme quelque chose qui doit être mis sous vitrine, mais quelque chose qui doit vivre, s'adapter, se transformer, enseigner aussi également. Il faut bien imaginer que le mot patrimoine est une notion qui est relativement récente. On parle vraiment de patrimoine depuis la fin du XVIIIe et avec les premiers classements de monuments historiques à la fin du XIXe. Avant, les gens, c'était du bon sens. On ne jetait pas autant de pierres, on ne jetait pas des ossatures bois, on n'allait pas démolir des quartiers entiers comme on fait aujourd'hui, qui sont aujourd'hui ce qu'on dit du patrimoine, mais les gens avaient du bon sens avant en disant on ne jette pas ces matériaux et ces bâtiments ont une qualité, donc on les transmet. Et c'est ça en fait aujourd'hui l'objet de ce livre, c'est de pouvoir re-questionner cette notion d'héritage et pas de patrimoine, notamment dans cette qualité à transmettre quelque chose aux générations suivantes. Tu le constates alors, de plus en plus, au lieu de rénover, on détruit pour reconstruire au-dessus. C'est finalement ça qui t'embête dans cette nouvelle architecture, cette modernité, cette modernisation de l'architecture. Alors le constat, il est déjà clair d'un point de vue même écologique et factuel, c'est qu'on a plus démoli ces 20 dernières années que sur l'ensemble des 2 guerres mondiales. On parle d'écologie à toutes les sauces, on nous parle de mots durables à toutes les sauces, mais on n'a jamais autant démoli, jamais aussi peu construit de manière qualitative. On a des matériaux industriels qui ont envahi aujourd'hui toutes les régions en Wallonie, avec des matériaux dont on imagine le cube blanc du promoteur immobilier avec son isolation extérieure, des isolants à base de pétrole, du béton à toutes les sauces, à l'heure où on parle d'écologie. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, derrière ces mots de développement durable, de mots parfois complexes qui échappent au commun des mortels, on se retrouve avec des bâtiments, on se demande s'il n'y a pas un seul % de matériaux naturels ou même belges. Et c'est la critique de ce livre, de pouvoir aussi re-questionner la qualité de la nouvelle architecture. Est-ce qu'elle fournira le même héritage que les anciens nous ont cédé avec leurs bâtiments en ossature bois, avec leurs bâtiments en pierre, en briques, et de voir des bâtiments aujourd'hui béton, polyuréthane, des isolants à base de pétrole, qui souvent sont déjà de l'obsolescence programmée. On a vu des récents exemples ici à Corolmeuse avec des bâtiments qui tombaient déjà en morceaux alors qu'ils n'étaient même pas encore habités. Ils ont dû jeter tous les nouveaux matériaux parce qu'il y a eu un problème avec l'isolant, parce qu'il n'était pas assez qualitatif, parce que les ouvriers n'étaient pas assez qualifiés. Et on voit qu'on a, au-delà de l'aspect architecture, un sérieux problème de société. Dans l'enseignement, dans l'aspect culturel, dans l'aspect finalement aussi de la formation, enfin, on a vraiment un problème qui est général au niveau de la société. Tu en parles d'ailleurs dans ce livre. Et c'est intéressant de voir à quel point ils ne sont pas durables, ces nouveaux bâtiments. Ils sont faits au moins cher, alors qu'avant, l'habitation prenait une part importante du budget des familles. Le but était d'avoir la plus belle maison avec les plus beaux matériaux du pays. Alors, ces pierres bleues notamment et autres, qu'on voit encore dans plusieurs bâtiments liégeois et ailleurs, ici dans notre province. Tu regrettes ces constructions-là? Mais c'est d'une part une perte du local, une perte de l'artisan qui est constatable en Belgique. Et quand vous regardez un peu de recul, même au niveau international, je me souviens, ayant été formé avec des compagnons sur Strasbourg, c'est que sur cette place, sur la grande cathédrale de Strasbourg, vous avez la maison d'un fromager, qui est sur cette droite, qui est classée monument historique,
qui est une maison sculptée, détaillée, avec des bustes. On voit qu'il y avait une fierté de ce commerçant de se mettre sur une place, de dialoguer avec le public, montrer la fierté de sa maison. Sa qualité a été transmise, cette maison est là depuis 400 ans et elle n'a pas bougé. Le Saturbois est local, on voit qu'il y a même du réemploi. Les anciens réemployaient bien plus qu'on l'imagine. Là, c'était de l'écologie. Aujourd'hui, on fait du greenwashing. La véritable écologie est dans le patrimoine. Et c'est pour ça que j'ai introduit, au-delà du simple mot patrimoine, quelque chose de bien plus écologique qu'on a tendance à sous-estimer. Et de voir effectivement que dans les nouveaux bâtiments, c'est qu'on déjà on n'a pas un seul matériau naturel, on a très peu finalement d'artisans belges, voire le peu qui restent en Belgique, si on ne les a pas tous dézingués ces dernières années, et de voir qu'on a vraiment un problème de formation derrière. J'ai fait des formations et des chantiers ici à Liège avec des couvreurs charpentiers. On se rend compte que même dans les chantiers classés comme l'Institut Montefiore rue Saint-Gilles, on avait des briques qui étaient même pas droites, avec des différences de murs de 80 cm, du béton frais qui avait été mis sur la façade en pierre blanche, de l'incompétence propre aussi face à un système qui vise toujours le moins cher et qui va au-delà. Ce n'est pas qu'un problème d'architecture ou de simplement même de l'enseignement même, c'est même un problème qui va au niveau politique. On a des marchés publics qui visent toujours le moins cher. Ça, c'est le problème en Wallonie. On pense que le moins cher sera le plus qualitatif. Or, effectivement, ce n'est pas toujours le bon marché. De voir effectivement qu'on va chercher toujours le plus bas, on a des sociétés qui sous-traitent. Je suis pour l'écologie. Mais une écologie qui fait du greenwashing, des espèces de mots en l'air et qui dévalorise finalement nos métiers à la Belgique, je suis contre alors. Tu parles des matériaux belges. En quoi est-ce que c'est important d'avoir des matériaux belges, des travailleurs belges et autres ? Je prends le meilleur cas pour que tout le monde puisse en tout cas imaginer, c'est que imaginez dans 20 ans, on sera à quasiment la moitié de la vie, la gare de Calatrava, ici à Liège, et il faut changer une pièce. À qui on va faire appel ? À des Belges ? Certainement pas. On va faire appel à des sociétés, le mieux la société qui a construit la gare, qui est déjà en faillite, qui n'existe quasiment plus. Et donc on va devoir retrouver finalement avec des grandes difficultés des matériaux pour remplacer ces pièces manquantes, qui sont des pièces presque même pas standardisées, obtenir la même qualité de béton, la même couleur du béton. Et finalement, imaginez qu'on aurait eu une gare en pierre, avec une toiture en ardoise, qui aurait coûté peut-être 10 fois moins cher que la gare d'ailleurs actuelle, qui a atteint 437 millions d'euros. Le jour où il fallait changer une ardoise, on a un ardoisier ici qui peut changer la pièce. Et là, au-delà du côté local, c'est que quand on a besoin de faire des réparations sur des monuments ici dans la région, on sait qu'on a de la disponibilité, on sait qu'on a de la pierre, on sait qu'on a de l'ardoise. Et c'est du bon sens aussi. Les artisans, comme on voyait par exemple le colombage verviétois, n'allaient pas chercher son bois en Chine. C'était une question d'aller chercher du bois local qui était finalement coupé en hiver, où on veillait avoir la meilleure qualité de bois, le moins de cellules vivantes qu'on devait couper. Il y a vraiment un savoir-faire aussi, même la découpe du bois aussi. Et on allait chercher aussi quelque chose qui était facilement réparable. La poutre lâchait, on allait remplacer, c'était facilement remplaçable. Avec du pain qui venait juste à côté. Oui, c'est ça. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est que tout va effectivement de plus en plus vite et de moins en moins qualitatif. Aujourd'hui, le bois belge part en Chine pour revenir sous copeaux. Et on nous fait du bois recomposé, d'ailleurs, quand vous regardez tous les bois recomposés, que ce soit du lami-bois, de l'OSB, tous les contreplaqués que vous voyez, il y a plus de colle dans ces bois que de vrais bois. C'est aller vous balader dans une usine aujourd'hui de matériaux soi-disant ossature-bois façon contemporaine. Il n'y a pas un seul matériau naturel, ou très peu. Ce sont des usines où vous devez rentrer avec des masques, des combinaisons de protection, tellement c'est nocif pour l'habitant. Et vous vivez là-dedans. Oui. C'est qu'on ne vous dit pas tout ça. On ne vous dit pas que l'isolant que vous mettez en polyéthylène ou en polyuréthane, c'est des dérivés de pétrole. Et que vous vivez avec ça. Avec des émanations. Des émanations et un air pollué à l'intérieur. Tu parles de la gare Calatrava. Ici, dans le bouquin, tu en parles assez vite de cette gare. Selon toi, c'est réellement, on le lit, une aberration. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette gare ? En fait, moi, j'ai déjà un problème avec cette gare. Du moment où aucun architecte belge n'avait sa chance, déjà par rapport à des concours qui étaient déjà présélectionnés, et là, je me réfère au rapport de la Cour des comptes. Donc déjà, dire que finalement, le local n'a jamais eu aucune chance dans ce projet de gare. Aucun architecte n'avait sa chance. Pareil à Mans. Je veux dire, quand vous regardez le bilan de la Cour des comptes, il est très clair. Mais au-delà de ça, on a dû raser quand même tout un quartier devant pour laisser place, soi-disant, à une esplanade pour libérer et faire ventiler cette gare, avec cette pauvre maison Rigaud
qui était au milieu du jeu de quilles, qui était une magnifique maison néo-renaissance mosane, des lambris magnifiques, une petite maison en plein milieu, elle était toute seule. On a dû les dézinguer, soi-disant, pour libérer la vue sur la gare. Donc le patrimoine liégeois y est passé tabula rasa, pour voir aujourd'hui ces nouveaux bâtiments qui sont construits quasiment à côté. Des bâtiments en béton, à la style Dubaï. On se demande même si ce style architectural a même une pertinence en Belgique. Pourquoi on veut transformer Liège en Dubaï ? Ça n'a pas de sens. Pour des bâtiments qui sont déjà mal construits, qui dans 30 ans devront certainement être rasés. Et donc, au-delà de ce projet, on a dû faire table rase d'un quartier entier, délocaliser ces gens. Allez demander, il y a encore des gens qui ont été expropriés sur cette place et qui le regrettent, qui adoraient leur maison, leur petit colombage, leurs briques belges, leurs pierres belges, et qu'on a dû voir se les reléguer dans un quartier à côté parce qu'il ne fallait pas gêner la gare de Calatrava. Cette gare qui est au tiers de sa vie. Tiers de sa vie. Tout à l'heure. Effectivement, Calatrava lui-même avait annoncé 60 ans de vie par sa gare. On est déjà quasiment en tiers. Donc ça veut dire qu'il y a des rénovations qui vont devoir être faites. Qui sont déjà faites. Oui. Et avec des matériaux qui ne sont pas facilement trouvables. Comme tu le disais, c'est pas le bois juste d'à côté, de la forêt d'à côté, ou la pierre bleue. Et tout aussi nuisible, oui. C'est du béton. C'est du béton, on va chercher une certaine couleur exprès. Enfin, c'est effectivement, moi j'assimile ça à une espèce de narcissisme, une espèce de côté égocentrique de vouloir s'affirmer dans une ville qu'il ne connaît absolument pas et de vouloir affirmer, projeter Liège dans le futur alors qu'il ne connaît pas Liège. Et enfin, quel rapport on a en tant qu'architecte, j'ai toujours pris le temps, en tout cas même dans des projets de rénovation, à m'assimiler, comprendre comment une architecture avait été construite, bâtie, avoir le retour de la population. Ici, les gens n'ont rien eu à dire. On a imposé ce choix. On va un tout petit peu plus loin dans la ville. On va plus du côté de la passerelle, la belle liégeoise, et on traverse un petit peu et on regarde derrière nous, on observe nos quais. Les quais de Meuse, qu'est-ce que tu en penses de ces quais ? C'est typiquement wallon, c'est-à-dire que depuis en fait, les années 50, on n'a pas arrêté de raser dans nos villes wallonnes. C'est la grande différence des villes en Flandre, où vous baladez à Anvers, Gand ou Bruges, vous ne retrouvez pas des quais comme ça. C'est à la limite si les quais liégeois sont quasiment plus similaires aux quais d'Ostende qu'à certains quartiers de Liège. On est passé effectivement dans une période où il fallait raser toute la culture liégeoise, ce qu'on appelle la tabula rasa dans l'architecture moderne, qui est une architecture totalitaire, qui voulait faire table rase avec les traditions, avec l'artisanat. Et effectivement, en tant que futur architecte, je me pose la question de la pertinence de ce genre d'architecture, qui est toujours la même, en fait, qui n'a pas bougé. Quand on voit les nouveaux bâtiments qui sont construits le long des quais, alors, ils sont tout aussi pauvres en fait, en termes de conception, et qui ne dialoguent absolument pas avec le tissu existant, des matériaux tout aussi chimiques. Et quand on voit effectivement cette uniformisation, cette démolition de masse, c'est que on se pose la question de savoir si cette architecture a vraiment été démocratique et si elle représente quoi que ce soit en fait aujourd'hui pour le commun des mortels. En quoi ? Donc cette modernisation, cette bruxellisation à l'époque, c'est ce qu'on appelait la bruxellisation, c'est de raser et ensuite de reconstruire au moins cher. C'est finalement ça la bruxellisation. Mais c'est ça un projet moderne qui est né en fait vraiment à partir des années 30, où certaines figures totalitaires sont nées de ce contexte post-Première Guerre mondiale. On a des architectes comme Le Corbusier, Mies van der Rohe, Behrens, Gropius, qui sont des architectes totalitaires. Aujourd'hui, on le sait, et ça a été révélé d'ailleurs par Xavier de Jarcy dans Le Corbusier, un fasciste français, et qui montre que ces architectes bien pensants en fait, ont fait table rase sous une idéologie totale et qui était politique. Ça a été finalement à peu près le même cas ici à Liège, où on voit que ces architectes étaient engagés dans des réseaux fascistes, parfois nazis. On oublie, Le Corbusier était un fasciste. Il avait un groupe qui s'appelait les Faisceaux à Paris, qui était un groupe fasciste, qui visait à assainir les grandes villes, sélectionner la race pure de celles qui devraient rester dans le centre-ville. On est sur de l'eugénisme, sélectionner la race pure pour celles qui devraient être restées et refouler ceux qui sont inutiles à la ville, comme il l'écrit à sa mère, c'est de l'eugénisme. Et aujourd'hui, voir encore ces préceptes, encore aujourd'hui enseignés dans les facultés d'architecture, c'est soutenir un discours eugéniste. C'est soutenir un discours qui est totalitaire pour moi. Enseigner Le Corbusier encore aujourd'hui, le glorifier dans les facultés d'architecture, c'est soutenir un projet qui est fasciste. Le Corbusier n'appelle pas des maisons ou des appartements, il parle de cellules. Donc on est déjà dans quelque chose qui est même carcéral pour lui.
c'est élever la population. Il parle d'élevage, hein. C'est pas un mot qui paraît léger, il parle de cellules d'élevage pour les populations, veiller que la femme sorte le moins de l'habitation. Enfin, ce sont un discours qui est extrêmement totalitaire. Mmh. Et effectivement, j'ai tendance à défendre la participation, le côté local des choses, de voir comment je m'implante dans un tissu. Et c'est tout l'inverse, effectivement, de ce que je prône, même dans ma politique, finalement, de l'architecture. Et quand on voit aujourd'hui que certains de ces bâtiments ont été démolis sous mention de dignité humaine, je ne peux que m'en inquiéter. Et de voir que les blocs sont toujours aussi reconstruits de la même façon aujourd'hui, hein, ça n'a pas bougé. Mmh. Les blocs soviétiques qu'on construisait dans les années 50, on les reconstruit tout autant aujourd'hui, peut-être un peu moins haut, et on les saupoudre de développement durable. Mmh. Disons que c'est un PEBA pendant les 3 premières années. Bon, on en revient à nos quais. Oui. Ces bâtiments, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'architecture corbusienne ? C'est une architecture moderniste. L'architecture moderniste qu'on voit le long des quais a voulu faire table rase de l'architecture liégeoise. Et donc on a démoli des maisons de maîtres, des maisons colombage. On a démoli tout ce qu'il fallait parce que ça gênait en fait. C'était de l'architecture soi-disant parfois un peu éclectique, qui était parfois un peu trop bourgeoise. Et donc on a vraiment une démolition de masse qui s'est faite pour uniformiser tout cet ensemble, construire tout en béton, soi-disant une architecture bien pensante qui a fait finalement, comme je dis, une architecture qui a été massifiée, uniformisée. On a mis des gens dans des cages à poules en pensant bien faire. Et aujourd'hui, on sait que cette architecture est un échec total d'un point de vue social, d'un point de vue économique, avec la qualité de l'architecture. Enfin, on le voit et personne n'a envie de voir ça. Vous connaissez beaucoup de gens qui viennent visiter depuis Paris le long des quais à Liège. Et puis, même comparé avec nos voisins français, vous allez à Paris, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, ils n'ont jamais démoli leur quai. Jamais. Même à Marseille, qui a été bombardé, ils n'ont jamais démoli leur quai. Ils ont reconstruit même des immeubles en pierre. C'est quoi le résultat, maintenant, dans ces villes-là ? Le résultat, aujourd'hui, c'est qu'en France, c'est qu'on a une sensibilité aujourd'hui par rapport à cet aspect local. Par exemple, Paris interdit les démolitions. Nous, on est à 3 années-lumière de ça. 3 années. On n'a jamais autant démoli. Peut-être on est le pays qui démolit le plus en Europe, pour moi d'ailleurs. Quand on voit le tonne de démolition, la politique arriérée aujourd'hui des différents gouvernements qui ont succédé, même celui actuel, c'est un projet qui est arriéré. Lorsqu'on connaît tes actions, lorsqu'on lit ce livre, on voit que tu es vraiment investi en la matière. Tu es spécialisé donc en architecture, tu as fait des études en droit également. Tout ça t'amène à attaquer beaucoup de personnes. Tu poursuis énormément de projets pour non-respect, par exemple, des marchés publics, pour non-respect des manières de démolir un bâtiment en Belgique. Ça se voit directement dans ton livre, dès le premier chapitre, avec Lode Linsart. Explique-nous cette histoire. Lode Linsart, c'est l'église au milieu du village. Tout le monde a la représentation de sa petite église de quartier, peu importe l'époque, qui a été construite. Souvent avec des artisans de l'époque, avec des peintres locaux qui sont venus apposer des choses. Et donc il y avait cette église, place Edmond-Gilles, Lode Linsart, l'église des Maîtres Verriers. Donc c'était déjà pas une simple église, c'était l'église des Maîtres Verriers, qui a participé à la renommée de ce quartier dans sa période industrielle, où les gens étaient fiers de cette église. C'était une église 75 mètres de haut, une nef qui attenait, je pense c'était 21 mètres de haut, une belle église néo-gothique qui avait récupéré beaucoup d'éléments de différentes églises sur Lode Linsart qu'il y avait eu avant. Et à un moment, effectivement, la commune s'approprie l'église et une ardoise tombe, une corniche se remplit, un faux plafond s'effondre, il faut tout de suite fermer le bâtiment. Et puis on attend. 1 année, 2 années, 3 années, et puis on se dit « Ah oui, mais là, il y a 2 ardoises qui sont tombées. » Ah donc non, il faut raser, sous motif de sécurité publique. Ils n'ont même pas désacralisé l'église, hein. Ils sont allés à coups de boulet dans l'église en démolissant l'orgue, hôtel, tout. Le bâtiment est encore sacralisé. Et l'échevin qui est arrivé, d'ailleurs, en retard, sans dossier, qui venait de découvrir que l'église était encore sacralisée au culte, vient dire « Ah mais vous inquiétez pas, on laissera la prairie affectée au culte. » Mais quel mépris. Quel mépris pour l'artisanat. Pour le couvreur qui avait mis 15 ans avant sa couverture en ardoise. Pour les verriers qui se sont succédés d'année en année pour placer des vitraux signés de leur atelier. Quel mépris pour l'artisanat.
Et pour la population qui était attachée aussi à cette place du village, finalement. C'est qu'au-delà de l'aspect écologique et durable du bâtiment, c'est qu'il y a une population qui s'était identifiée ce clocher. C'était pas une simple église, c'était leur quartier. C'est cette flèche qui montait à 75 mètres de haut qui disait « Nous sommes l'Aude-Linsart », avec notre artisanat, notre histoire, et de voir que cette décision a été imposée à la population. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est face aujourd'hui, même encore aujourd'hui dans la politique gouvernementale actuelle, à une notion de tabula rasa complète sur le patrimoine, sous prétexte de modernité répétée à l'envi, que j'appelle du modernisme, c'est le dérivé totalitaire de la modernité, et de voir effectivement qu'on est arrivé à raser cette église sans permis d'urbanisme, contre une pétition, contre un acheteur qui ait voulu bien rénover l'église, contre tout bon sens en fait démocratique. Lors de tes poursuites que tu engages donc contre ces différents projets, tu es à chaque fois sûr de gagner? J'ai jamais perdu un dossier. J'ai chaque fois été au Conseil d'État pour des démolitions qui me semblaient tout à fait abusives, je n'ai jamais perdu. On est allé en commission de recours plusieurs dizaines de fois au Conseil d'État, je n'ai jamais perdu. Ok, donc il y a des raisons d'attaquer tout ça. Oui, tout à fait. Effectivement, le meilleur cas pour moi est Fosse-la-Ville, où un bourgmestre décide qu'il faut avancer avec son temps, on a l'impression d'entendre Calatrava ou les vieux discours des années communistes, et donc il décide qu'il faut raser tout le centre-ville. C'est un discours qui est fort quand même. Parce que raser un centre-ville, ça implique de raser des bâtiments publics, des bâtiments parfois classés. Et donc la WAP arrive, l'Agence Wallonne du patrimoine, dit vous ne touchez pas, le centre est classé, il y a un kiosque classé sur cette place, vous n'y touchez pas. Le lendemain, à 8 h, il n'y a plus de kiosque. On est allé à la boule dans ce monument classé. Et la WAP est arrivée, mais le bâtiment n'avait aucun problème. Pourquoi est-ce que vous avez démoli? Il faut avancer avec son temps. Il n'y avait pas d'enquête publique, il n'y a pas eu de permis d'urbanisme, la WAP était contre, la ministre était contre, et pourtant le bourgmestre est allé là. Et ça arrive souvent au Wallonie? Tout le temps, toutes les semaines. On a la pire politique urbanistique et patrimoniale, dans mon avis, de l'Europe. Je n'ai jamais vu un pays qui démolissait autant, qui avait autant de mépris pour son artisanat et son histoire. La Wallonie a un sérieux problème avec son histoire et son identité. Quand on voit les nombres de tables rases, de démolitions, de mépris pour l'artisanat et l'enseignement, le milieu professionnel, il n'y a qu'en Belgique, en Wallonie, qu'on voit ça. Est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui préfèrent, en effet, c'est très subjectif finalement, préférer, aimer, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent cette place des Guillemins maintenant? Est-ce qu'il y a des gens qui préfèrent une place de village sans église? C'est-à-dire que ça a un impact et que si effectivement cette église devait disparaître, c'est qu'elle doit être faite d'un point de vue démocratique. Il doit y avoir une enquête publique. On doit consulter les gens. On ne doit pas imposer des choix. Parce que sinon, on finit en idéologie totalitaire qui a été le modernisme, qui était une architecture sans participation, on a imposé, qui était liée à des régimes nazis ou fascistes. Point. Du moment, par exemple, cette petite place du marché à Fosse-la-Ville avec son kiosque et son hôtel de ville, s'est vu démolir illégalement et maintenant le bourgmestre veut raser l'hôtel de ville, il n'y a pas eu d'enquête publique. Ça a été imposé. On est allé au Conseil d'État, on a gagné à 3 reprises. Pour devoir de minutie, manque de transparence, des formalités, manque d'étayement, abus de pouvoir. Enfin, c'est quand même des choses qui sont fortes quand même. C'est un bourgmestre, un petit baron qui s'est estimé que la modernité devait être le projet de Fosse-la-Ville sans décider avec sa population. Enfin, c'est quand même inquiétant. Et ça a été le même cas pour l'Aude-Linsart, ça a été le même cas pour d'autres dossiers. Je me souviens d'un dossier ici dans la région liégeoise qui était la maison Janssens, une magnifique maison bourgeoise sur sa place, arborée, une maison construite en briques, des bois locaux, une brique locale, magnifique petite maison dans son ensemble tout à fait homogène. Et on a dit oui, mais le promoteur a déjà démoli un peu plus loin, donc ça dénature un peu, il faut raser. Et donc ils sont allés exploser cette maison alors qu'il y avait eu 4000 signatures, 2 enquêtes publiques négatives. Enfin, la WAP s'était positionnée. Enfin, on se demande à quoi sert aujourd'hui l'Agence Wallonne du patrimoine, on se demande à quoi sert un ministre du patrimoine quand on voit de telles décisions. Quand on voit qu'on démolit des monuments classés illégalement, quand on voit qu'on démolit des églises illégalement, à quoi sert un ministre du patrimoine? Je suis contre le fait qu'on ait un ministre du patrimoine aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Je préfère 1000 fois avoir une compétence qui est fédéralisée et d'avoir un ministre du patrimoine pour tout le pays, limite qu'il soit flamand, ils auront plus de respect pour notre patrimoine wallon, qu'avoir encore un wallon qui fait table rase et qui veut raser tout notre patrimoine. Le but alors est de construire plus moderne. Et derrière ces appellations-là, finalement, il y a le modernisme. Explique-nous en quoi moderne et modernisme, c'est un peu différent.
C'est un concept un peu le différent. principe de modernité apparaît effectivement avec le siècle des Lumières, qui a eu beaucoup de critiques aussi. C'est une des périodes où on a le plus démoli, où on a le plus fait table rase aussi. Et le modernisme est vraiment son exagération, pour moi, idéologique. On est vraiment face à un désir de contrôle sur les populations, un hygiénisme pur. On voit qu'on voulait tout quadriller, tout surveiller, classifier les populations. C'est vraiment une idéologie totalitaire, qui sont d'ailleurs encore enseignées dans les facultés d'architecture, comme on l'a dit. Et effectivement, ce modernisme, lui, a voulu faire rupture avec le passé, donc a estimé que tout ce qu'il y avait avant, tout était mauvais. C'est déjà pour moi un problème. Estimer que moi, petit Virgile, estime qu'il n'y a rien eu de bon avant, enfin, c'est d'un mépris total pour les générations qui se sont succédées, qui ont légué l'économie locale, l'artisanat. Et de voir qu'aujourd'hui, cette idéologie est toujours en place à l'heure actuelle dans le système est quand même relativement problématique. Quand on voit, par exemple, prenons un exemple, la ville radieuse de Corbusier à Nantes ou même parfois à Marseille, qui est bâtiment classé à l'UNESCO, ce qui est quand même pas rien. On a dû la classer parce que sinon le bâtiment tombe en ruine. Ces bâtiments, en fait, visaient à prendre une population sélectionnée. C'était des sélections de race pure, comme il disait, pour faire des cellules d'élevage. Et là, je cite Le Corbusier. Pour mettre les gens à l'extérieur des villes, et non pas près du centre, pour vraiment les isoler un maximum par rapport au centre-ville actuel. C'est vraiment c'est de l'élevage. C'est de l'élevage où on mettait 1500 personnes dans un cube en béton en disant « mais démerdez-vous ». Et ça a été des échecs totaux parce qu'en fait, ces gens n'avaient plus aucun rapport culturel avec le centre-ville, étaient isolés de tout. Et en fait, ça a fourni une population uniformisée, massifiée, et qui a fini par s'autodétruire. Et d'ailleurs, quand on voit le film de Mathieu Kassovitz, La haine, c'est la représentation. Quand on voit Stanley Kubrick dans Orange Mécanique, dans cette population uniformisée qui vise la violence, l'autodestruction, c'est la représentation de cet État moderne. Moi, j'ai travaillé sur pas mal de chantiers traditionnels, avec des architectes parfois qui ont travaillé dans des grands cabinets d'architecture. J'ai travaillé, certains, à mon avis, connaîtront l'ancien chef de projet d'Alvaro Siza, qui, après tous ces projets bétonnés dans tous les sens, s'est réfugié dans une île à Minorque pour construire des maisons en pierre, avec des matériaux locaux, avec concertation avec la population, parce qu'il m'a dit qu'il s'était rendu compte à quel point son architecture était un échec, même d'un point de vue sociologique et démocratique. Et c'est pas le seul. Quand on voit le Jörn Hudson, qui est l'architecte de l'opéra de Sydney, que tout le monde voit, lui n'a jamais su finir l'intérieur, il en a fait une dépression à la fin, il est allé se réfugier à Majorque pour construire de l'habitat traditionnel, en se rendant compte de la pauvreté parfois qu'il faisait avant. Lui-même a été critique de ce fait que pour lui, effectivement, l'architecture doit retrouver un lien avec la tradition, avec le local, avec l'artisan. Donc même les grandes figures parfois modernes ont fait retour en arrière, et des choses qui ne sont pas du tout expliquées même aux étudiants en architecture. Pourquoi c'est pas expliqué dans les études, ça ? En fait, le problème, c'est que quand on parle d'idéologie, d'un espèce d'académisme idéologique, c'est qu'on a quelque chose qui en fait est formaté. Je me souviendrai toujours du président de la Chambre des architectes, Francis Metzger, qui avait dit en un moment en conférence qu'on lui avait interdit d'aller à la bibliothèque pour aller chercher des références. Qu'on avait même cadenassé la bibliothèque pour éviter aux étudiants d'aller trouver des références. Et ça montre bien le problème. C'est qu'en fait, on choisit préalablement les exemples. On choisit le style moderne qui doit être absolument cherché. Moi, je suis déjà arrivé avec des styles plutôt locaux, ou vernaculaires, ou bioclimatiques. Je me suis fait traiter de nazi devant un auditoire complet. Pourquoi ? Parce que arriver avec une architecture locale, soi-disant, où j'ai été chercher l'avis des gens, j'ai été rencontrer l'administration, j'ai étudié l'architecture locale. En fait, ils assimilent ça à l'identitarisme et à un côté pastiche ou nostalgique. Et donc, on me traite de fasciste, on me traite de nazi, à tel point que le professeur a été très insistant toute la journée et que les élèves l'ont supplié d'arrêter de me traiter de nazi, quoi. Ah oui. Et que j'en ai porté plainte après, parce qu'on m'avait dit si tu arrives avec des matériaux locaux, avec ta petite architecture, avec des toits en pente, moi je te pète. Et j'ai dû aller au Conseil de l'Europe pour déposer plainte pour atteinte au droit de liberté académique. Où là, en fait, depuis le Conseil de l'Europe, en fait, on m'a donné raison, le professeur a dû s'expliquer près du doyen, et le professeur a été écarté. Et j'ai réussi mon jury. Okay. Mais ça montre bien un énorme problème aussi par rapport à l'enseignement. Par exemple, quand vous avez des étudiants qui créent des projets
dans des quartiers, bon, déjà, ils ne rencontrent jamais les gens. On ne voit jamais les gens qui habitent les quartiers quand on fait des projets d'architecture. Soi-disant, l'architecture doit être libre et brutale, parce que la vie est brutale en reprenant le Corbusier. Moi, c'est des discours que je ne peux même plus entendre. Et notamment cette année-là, les références qui sont choisies s'étalent entre les années 50 et 60, maximum. C'est déjà de l'idéologie pour moi. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller s'inspirer du maçon, du charpentier qui a construit cette maison à côté et qui fait que cette maison a été construite au XVIIe, il est toujours là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aller s'inspirer de ça? Je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on doit fixer l'architecture sur un modèle esthétique? Et ça, toutes les facs d'archi. J'ai voyagé un peu dans les facultés d'architecture, que ce soit même en Belgique ou parfois un peu en dehors. Il y a vraiment une idéologie qui porte sur l'esthétisme. Retrouver des savoir-faire anciens, redialoguer avec l'existant, c'est pas quelque chose qui est conservateur ou passéiste. C'est vraiment quelque chose dont dépend la condition socio-économique de la dignité de nos vies. Donc même Philippe Cyprien, qui est un chercheur enseignant à Paris, quand il voit aujourd'hui mes dossiers, parce qu'il les a vus passer, il voit ça passer, il se dit, mais vous êtes 3000 années-lumière en retard par rapport aux conditions écologiques, aux conditions populaires, démocratiques de l'architecture. On est encore basé sur le modèle soviète. Et ça, c'est un énorme problème. Et de voir effectivement que moi, je me prends des insultes à toutes les sauces, ça ne me fait plus rien. J'ai l'habitude. Maintenant, je rentre dedans parce qu'en fait, je ne peux plus supporter d'avoir aussi peu de réflexion et d'analyse critique ces professeurs-là. Encore il y a 2 semaines, j'ai réussi quand même en jury, mais j'ai utilisé des matériaux locaux en fait parce que c'était à Venise, et le professeur m'a dit que j'ai de l'architecture bourgeoise, qui était un danger pour la démocratie, alors que je recréais un parc public, je recréais des matériaux locaux, et en fait ils sont restés figés sur soi-disant une esthétique qui n'en était pas que ça en fait. Et ce qu'ils n'ont pas compris, et de voir que des gens ont peur de ça, et d'ailleurs mon doyen me l'a dit, tu nous fais peur. C'est vraiment quelque chose qu'il m'a dit avant que j'ai fini mon bachelier et que j'ai quitté ici ma dernière faculté. Il m'a dit « tu nous fais peur ». Mais pourquoi ça fait peur aux architectes, justement, professeurs et autres? Les architectes professionnels ont peur de ce retour en arrière qui finalement, là tu l'expliques dans ton bouquin, ne serait pas un retour en arrière. Non, c'est ça. L'architecture traditionnelle n'est pas un retour en arrière. C'est en fait voir dans le patrimoine qui a encore subsisté aujourd'hui dans notre époque contemporaine, des éléments justement qui sont contemporains et qui peuvent être encore transmis et enseignés. C'est pas du tout de la nostalgie, c'est faire un constat lucide en disant « ce bâtiment a duré, donc je peux m'en inspirer ». Et pourquoi est-ce que je m'en inspire? Alors là, j'analyse la qualité d'inertie, l'épaisseur des murs, de voir comment l'eau est traitée, comment on évacue l'eau d'une façade aussi. Et pour moi, ça n'a rien de nostalgique ni de passéiste. C'est justement, c'est bien plus contemporain que leur guide idéologique de pro-fascination style Corbusier, quoi. Mais c'est vrai qu'on a l'impression maintenant que dès qu'un bâtiment est construit, tout se ressemble en fait finalement. Oui. C'est du béton et de la vitre. Tu le remarques aussi ça. C'est ça. C'est parce que les architectes ont tous la même formation, quelle que soit l'université. Le problème, c'est qu'on n'a aucun recul en fait quand on est en faculté d'architecture. On pousse les gens à étudier des figures totalitaires qui étaient impliquées dans les partis fascistes ou nazis. Je n'ai même plus peur de le dire parce que c'est aujourd'hui avéré. Et en fait, c'est vraiment, on cadre les gens comme ça, ils ne peuvent pas voir ce qui se passe en dehors, quoi. Et qui pousse, je me souviens, une étudiante ici il y a 2 semaines, même en master, on devait faire un projet d'agrandissement à Venise, elle est arrivée en rasant Venise. Parce que le Corbusier le faisait. Et qu'il est arrivé aussi à Venise, le Corbusier dans ses grandes années, il appelle ça la leçon de Venise, où il arrivait avec des tours de béton partout dans Venise, et il rasait tout. Enfin, mais ça n'a pas de sens. Imposer comme ça des tours cruciformes, comme ça en plein milieu de Venise, et aujourd'hui des étudiants qui sont encore fascinés par ce totalitarisme, moi ça m'inquiète. Et je le vois encore. Pourquoi ça t'inquiète? Parce que c'est une perte démocratique pure et dure en fait, de l'architecture. Le fait d'imposer aux gens des choix qui portent sur leur environnement, sur leur patrimoine, sur leur quartier, on leur dit de toute façon vous n'avez rien à dire, on va vous exproprier. Vous trouvez ça normal? Moi j'aurais ma maison au Colombage en face de la gare des Guillemins, je me serais battu jusqu'à la fin. Je me serais même enchaîné à ma maison Colombage où j'avais été propriétaire à la maison Rigaud, elle serait toujours là. J'aurais jamais laissé cette maison disparaître. C'est plus durable alors de construire comme d'antan, au 19e siècle par exemple, que de construire selon les façons de faire de post-1950? Alors déjà même les années 30 ont été problématiques, mais
La meilleure architecture, c'est l'architecture locale qui est pour moi celle encore plus présente dans tout ce qui est commune, un peu rural. C'est plutôt avant 18e pour moi. On a vraiment ce côté très local des choses, moins industriel qu'on a vu de l'industrialisation fin 19e. On a beaucoup de choses qui se sont perdues au niveau du local, l'artisan. Mais c'est vraiment pour moi l'architecture 17e et avant qui a le plus de capacité à montrer en fait une pérennité. Dans, par exemple, l'épaisseur des murs, dans le fait qu'un châssis exposé au sud et au nord n'était pas le même. On allait parfois briser la lumière pour éviter d'avoir trop d'apport solaire. On avait parfois ce qu'on appelle des coyots, on en a encore quelques-uns à Liège, qui sont en fait cette toiture en pente où parfois on brisait le bas pour casser l'eau et évacuer l'eau de la façade, qui permettait de protéger la brique, éviter qu'elle prenne la flotte. Et en fait, c'est du bon sens. C'est pas du pastiche, c'était de l'architecture qui est ultra fonctionnelle, ultra intéressante d'un point de vue bioclimatique et qui est toujours là. Et donc, il y a toujours quelque chose à nous enseigner. Qui est toujours là parce qu'elle tient dans le temps. C'est ça. Parce qu'elle a bien été pensée. Pourquoi est-ce qu'on est retourné en arrière par rapport à cette époque-là où on construisait fonctionnel, on fonctionnait durable? Parce que l'humanisme ne peut pas être reproduit en série. C'est le constat lucide des conditions aujourd'hui. C'est que cet humanisme a besoin du local, a besoin des artisans, a besoin d'un retour à l'humain. Et qu'une architecture qui dépend d'une industrie ultra-industrielle, ultra-capitaliste, qui vise uniquement la performance, n'est rien durable. L'économie linéaire qui était liée à l'économie moderniste, donc c'est-à-dire prendre un matériau, l'utiliser, le jeter, n'a rien de durable. Et ça, c'est prouvé dans de nombreuses études de marché. Et là, c'est actuellement le cas, finalement. Ces chapes de béton, etc., elles ne sont pas réutilisables. D'ailleurs, le meilleur constat qu'on peut faire par rapport à ça, c'est qu'on a tendance à imaginer que le recyclage est partout aujourd'hui en Belgique, que les taux, par exemple, liés aux déchets liés à la construction ont diminué. C'est faux. Le taux de déchets liés à la construction dans le bâtiment aujourd'hui en Belgique n'a pas diminué. Il a augmenté de 134% en moins de 20 ans. C'est énorme. On a aussi peu réemployé. Le réemploi en Belgique, il n'est que de 1%. Et donc, en fait, face à un constat d'une économie qui est en train de se prendre la porte, mais royalement depuis un certain nombre d'années, qui est critiquée depuis un certain nombre d'années. On a des professeurs, des architectes comme Lucien Kroll, qui était belge, qui disaient qu'effectivement, c'est aujourd'hui, sur les 15 000 matériaux qui sont employés dans les bâtiments, si seulement une centaine sont acceptables, je veux dire, alors l'architecture ne peut pas rester ce qu'elle est depuis plus d'une centaine d'années. Lui-même le dit déjà dans les années 90. Donc c'est un constat qu'on n'arrive pas à prendre en compte dans les facultés d'architecture. On est en train de se planter royalement parce qu'on ne forme pas les architectes aussi correctement. Je veux dire, le simple exemple, c'est qu'en 3 ans d'architecture en bachelier, je n'ai pas vu un seul matériau naturel. Pas un seul. Je n'ai jamais appris à travailler avec de la pierre, jamais à travailler avec du bois, de la brique. Et on nous pond du béton. D'ailleurs, le dernier détail que j'ai dû faire de construction, c'est béton, polyuréthane, parement béton et finition intérieure béton. Je veux dire, alors on parle d'écologie. Enfin, c'est vraiment de l'hypocrisie, voire une espèce de schizophrénie même dans l'architecture moderniste. Enfin, ça n'a absolument aucun sens aujourd'hui. C'est intéressant ce doyen qui te dit que tu lui fais peur. C'est souvent quelque chose que j'ai entendu. De nombreux bourgmestres, parfois des ministres et des doyens de faculté d'architecture m'ont dit que je leur faisais peur. Mais pourquoi ? Que je représentais un danger. On m'a dit, Virgile, c'est un danger. Même en interne, parfois dans des structures politiques, on m'assimile effectivement un danger. Parce que je suis l'ennemi du copinage. Je suis l'ennemi de cette économie du copain, du promoteur immobilier. Je suis pour un artisanat, pour le local, pour du concret. Les faux discours d'écologie, c'est fini avec moi. Ces constructions d'écoquartiers, de quartiers complets, d'habitations faites au moins cher, etc. Il y a du copinage derrière, selon toi ? De toute façon, on l'a vu dans des grands projets comme la style Calatrava ou du Mathéus, qui sont des grands architectes, des archistars qui viennent de très bien loin. On a vu que ces gens, dans des concours d'architectes, n'avaient déjà aucune chance. Et aujourd'hui, on l'a vu après dans des marchés publics, c'est que les marchés publics choisissent toujours le moins cher. Et donc effectivement, moi j'ai l'exemple ici, par exemple, même dans les chantiers de rénovation, ici à Liège, on préfère aller chercher des sociétés flamandes bien au-delà, limite, du côté d'Anvers, que d'aller chercher une société qui est liégeoise. Alors que s'il y a un problème, par exemple, en toiture, la société liégeoise, elle sait venir facilement réparer le toit. Mais non, parce que la société remet une offre qui est en dessous de tout le monde, qu'elle rafle tous les marchés,
et qu'on se rend compte qu'en plus ce truc augmente, on passe de soi-disant 100 millions à finalement 180 millions d'euros à la fin au niveau du marché, et que ça ne respecte pas du tout les clauses qui étaient mises. Ou que ce n'est pas pérenne comme construction. Oui, c'est ça, bien sûr. Et que c'est pas qualitatif aussi. C'est pas qualitatif et donc il va falloir reconstruire et donc ça va coûter le double du prix et ça reviendra plus cher après. Tu le constates ça, oui. fort, oui, tout à fait. À travers les années? On l'a vu dans la qualité des matériaux qui régressent d'année en année, c'est-à-dire que le béton des années 80 ne vaut plus actuellement certains bétons qui sont utilisés par des promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, c'est un bâtiment, d'ailleurs le rapport de Brundtland le dit déjà en 1994, qui est le rapport un peu tout ce qui est développement durable, c'est lui qui a mis le mot sur développement durable, lui dit lui-même que la durée de vie des bâtiments dépasse rarement une quarantaine d'années. Déjà en 94. Ça ne fait que régresser. Et de se poser effectivement la question, c'est que est-ce qu'on ne peut pas déjà faire mieux? D'un point de vue déjà de la dignité de nos travaux, dans la relation à l'artisanat, au métier, à l'économie, mais aussi dans un bon sens écologique, quoi. C'est intéressant, oui. Ce serait intéressant en effet de le faire. Pourquoi? À plusieurs niveaux. D'un point de vue niveau. Au niveau économique, peut-être pas. Si, d'un point de vue économique, si, parce que déjà, on fait fonctionner déjà une économie belge qui est en train de se prendre l'apport depuis un certain nombre d'années. C'est ça, mais ça revient plus cher, quoi. Pour l'instant, mais c'est une question d'offre et de demande. Si effectivement vous avez ça c'est très commun d'ailleurs en Wallonie, la plupart des bourgmestres préfèrent aller acheter du pavé chinois en grès. D'ailleurs, il a eu la blague il n'y a pas très longtemps, pas très loin, dans une commune voisine, où il a installé son pavé chinois, soi-disant il était moins cher. Le problème, c'est qu'il y avait une telle teneur en fer dans ce grès qu'avec la pluie, il a sauté. Et donc, il a dû tout retirer pour remettre du pavé belge. Et en fait, à la fin, ça a coûté 5 fois le prix, alors qu'on aurait pu directement aller choisir du pavé belge. Et c'est ça qui n'a aucun sens. C'est qu'on a eu un marché public qui a été fait pour ça. Des gens en commande d'un point de vue politique qui se sont dit le moins cher, le chinois, c'est le mieux. Et donc derrière, il y a un coût de CO2 derrière. Il y a au niveau de la qualité du matériau qui a été derrière. La dévalorisation, le mépris pour l'artisanat belge derrière. C'est ça que je remets en cause. Ouais. Et c'est pour ça que je suis l'ennemi de ce genre de marché. Je suis l'ennemi de ce genre de politique. Et c'est pour ça que je fais peur. Quand on t'entend, on pourrait croire et réduire ton propos à « c'était mieux avant ». Mais cette phrase-là, elle a une connotation assez non, parce que je déteste la nostalgie. Négative, c'est ça. Les gens sont de plus en plus enfermés dans la nostalgie aujourd'hui. Vous regardez les groupes de cartes postales. C'est quelque chose qui me choque. À quel point les gens regrettent. Et de plus en plus. Vous regardez par exemple l'esplanade devant la gare de Charleroi, le nombre de gens qui regrettent le parc qu'il y avait devant la gare. Le nombre de gens qui regrettent les arbres qui ont disparu, parce qu'on a bétonné tout le reste, parce qu'on a démoli leur quartier pour mettre des cubes sans aucune qualité, aucune intégration. Les gens sont de plus en plus plongés dans la nostalgie et j'essaie de faire sortir les gens de ça. Pourquoi ? Parce que le côté passéiste et nostalgique a un côté extrêmement tranchant et dangereux aussi au niveau de la population. Ça entraîne une certaine névrose, en fait. Les gens se disent, de toute façon, on baisse les bras et on ne pourra plus faire ce genre de choses, on s'enferme dans le passé, c'était mieux avant, et les gens se renferment sur eux. Et c'est là où on voit une montée de l'individualisme, les gens ne veulent plus sortir, restent entre eux, ne sortent plus. Et cette montée de l'individualisme, elle est clairement constatée des écrits de Christopher Lasch, quand il parle du narcissisme et de l'individualisme, et il voit vraiment un repli de l'individu sur soi. Donc tu n'es pas nostalgique de l'ancienne architecture, mais tu t'en inspires quand même. Exactement. Le but est de s'en inspirer, mais il y avait quand même moyen de faire mieux, finalement. C'est-à-dire, on me dit, on démolit une église à Liège, mais on récupère 100% des matériaux pour reconstruire des maisons tout aussi belles. Pourquoi pas ? Okay. Pourquoi pas ? Si l'église n'a plus d'utilité, que le quartier est totalement d'accord de dire cette église n'a plus de fonction, il est peut-être impossible de la transformer en un autre lieu, salle culturelle, il est impossible. Et qu'on me dise, on démolit toutes les pierres et on reconstruit des maisons tout aussi belles dans le quartier, pourquoi pas ? D'accord. Et là, je soutiens entièrement le projet. Et le but, selon toi, ce serait de construire des maisons qui ressemblent à ces maisons en ancien colombage et en colombage et autres. Ce serait le but, ou bien ce serait justement de prendre des inspirations qui fonctionnaient ? C'est-à-dire que je fais des constats sur ce qui a duré, ne pas duré. Toute l'architecture traditionnelle n'a pas été la meilleure. Il y a des choses qui sont critiquables comme des bonnes choses. Et c'est ce qui fait que même dans le 19e, il y a des bonnes choses comme des mauvaises choses, mais on doit pouvoir faire le constat. Par exemple, l'avantage d'une ossature colombage, c'est qu'elle était hyper facilement réparable. Elle est facilement réemployable. D'ailleurs, quand j'ai été à Verviers, parce que la bourgmestre a décidé de raser quasiment tout le centre-ville, elle a rasé des rues entières là-bas, modernité.
Et quand elle a commencé à démolir des bâtiments soi-disant bourgeois, on a vu une ossature colombage réapparaître derrière une façade bourgeoise. Et qui montre aussi que même au 19e, on n'allait pas démolir ces quartiers entiers. On a réutilisé, réemployé le bâtiment existant, on a simplement adapté. Et on voit par exemple qu'un plancher était remis en toiture, qu'on a réutilisé des morceaux et qu'on ne jetait pas. Donc l'architecture, effectivement, avant ce modernisme, était bien plus écologique, réemployée, utilisait des artisans, était bien plus durable. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas m'inspirer de ces quelques constats déjà ? Avant, on faisait mieux que maintenant. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a moyen de faire mieux qu'avant ? Oui, alors oui, par exemple le bâtiment colombage, on a vu qu'on peut améliorer aussi une certaine isolation, on peut améliorer certaines choses, mais globalement, on est face à une société qui est déjà en train de faire un retour en arrière. Si vous vous souvenez, il y a déjà une dizaine d'années, on poussait, même le gouvernement, à mettre des ventilations double flux partout, d'une surisolation dans tous les sens, de mettre des ventilations mécaniques partout. Et aujourd'hui, on fait le chemin inverse. On pousse à l'isolation, en fait, à une isolation naturelle qui n'est pas trop épaisse. On pousse notamment à un retour à la ventilation naturelle des bâtiments. Et donc, déjà, notre société est en train de faire un retour en arrière. Regardez, d'ailleurs, on est en train de remettre des arbres un peu partout. Des arbres parfois qui étaient déjà présents il y a une centaine d'années. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, cette végétalisation, elle a un confort thermique en été. Elle amène des zones d'ombre, elle draine une certaine eau, elle permet aussi un certain savoir-vivre. Et donc finalement, il y a une qualité derrière tout ça et qui est intemporelle. On n'invente jamais les choses en fait. Tu crois que ce serait possible de revenir à une ville qui est plus respectueuse de nos besoins en tant que civilisation, de vivre ensemble et qui rentre dans des codes plus écologiques et sociaux où le bien-être dans la ville est favorisé? Tu crois que ce serait possible de revenir à ça? Ils le font en Flandre. Ils le font en Flandre. À Hillebruck, qui est le Knokkeist, le bourgmestre a pété un câble sur l'architecture moderniste en disant maintenant ça suffit. Et je recrée au moins des bâtiments, parfois c'est du béton, parfois c'est une brique alvéolaire en terre cuite qui est déjà beaucoup mieux, et il reconstruit des maisons sur la typologie existante des quartiers. Tout a été vendu. Tout est occupé. Il y a, je pense, 50% de logements sociaux dans certains quartiers, qui fonctionnent d'ailleurs très très bien, mais on veille à ce que chacun a sa maison, qui ne soit pas du pavillonnaire, 4 façades indépendants, mais on communique avec la ville. On ne fait pas des banlieues, on ajoute à la ville. Et donc là, on est déjà dans un dialogue avec le centre-ville. Et il fait des parcs, c'est notamment Léon Krier, qui est l'architecte qui a été aussi pour le roi en Angleterre, qui a fait ça. C'est qu'on voit, en Flandre, on le fait. Et que si on le ferait en Wallonie, vous êtes traité de nationaliste, de nazi, de fasciste, alors qu'au moins cette architecture est allée demander la vie aux gens. Ces gens vivent dans cette architecture, bien mieux qu'on le fait aujourd'hui. On construit beaucoup en vertical aussi pour ajouter des logements parce que donc les politiques sont à la recherche de surface pour vivre. Mais qu'est-ce que tu aurais à répondre justement à ça? C'est-à-dire que depuis les années 80, on a vu que Madame, Monsieur, tout le monde a quitté le centre-ville parce qu'il devenait insalubre, parce qu'on a déforcé le commerce dans le centre-ville en construisant toutes ces zones commerciales à l'extérieur. Donc on a laissé un centre-ville abandonné et insécurisé. Et que Madame, Monsieur, tout le monde a voulu son pavillonnaire 4 façades avec son petit chien. Ça a été le rêve de tout le monde pour avoir sa tranquillité, son individualisme, ne pas être confronté aux voisins, et que ça a consommé beaucoup de territoire. C'était de l'étalement urbain. Et donc en fait, je trouve qu'il y a bien plus intéressant à reconvertir le pavillonnaire des années 80 qui avait fait son petit 4 façades dans son coin, que de commencer à construire des tours cruciformes, finalement, le projet de Corbusier. Qui visait, lui, à raser totalement Paris et à faire des tours cruciformes partout en laissant juste la cathédrale. On se demande comment ce projet déjà a pu avoir lieu. Heureusement, il n'a jamais été réalisé parce que c'était considéré déjà comme extrémiste. Mais on présente ça encore quand même en cours, évidemment. Mais effectivement, c'est plutôt dans le fait déjà de recréer des extensions aux villes de manière respectueuse, de reconvertir ce pavillonnaire en intégrant ces notions d'espace végétalisé, de campagne, pour en tout cas travailler sur cette notion-là, quoi. Quand on t'entend, on dirait que tu as toujours été dedans, tu vois. Depuis tes 1 an, à mon avis, tu regardais déjà les immeubles, quoi. Tu as toujours eu cette passion pour l'architecture et pour le développement urbain et autres? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Depuis, ça a été vraiment un déclic en secondaire, quand j'étais encore à l'Athénée Royal ici à Huy, où j'ai fait mon premier petit stage d'observation, en fait,
avec un artisan. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est un beau travail qu'il fait. C'est impressionnant de voir la passion qu'il met, la qualité qu'il y a dans le secteur professionnel, dans la justesse des choses bien faites, le fait de construire, de placer une ardoise correctement, la beauté du placement de l'ardoise quand elle est bien placée et qui valorise le travail bien fait. Et en fait, c'est vraiment des déclics petit à petit, de formation en formation, où je me suis quand même posé des questions. Et ça a commencé finalement aussi ensuite à la faculté d'architecture ici à Liège. Ma première année, je voyais tous ces bâtiments faire table rase en béton partout. Je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est pas plus humain finalement quand je voyais le travail avec mon petit ardoisier qui mettait ses ardoises belges sur sa toiture? Plus humain, plus local, plus durable, plus facilement réparable et qui prennent en compte une typologie, une matérialité locale. Et effectivement, c'est là où ça a commencé à germer. À quel âge alors? J'avais 18 ans et c'est né un peu avant parce que je dirais j'avais déjà cette sensibilité pour le patrimoine un peu avant, donc vers 17 ans. Vers 17 ans. T'en as combien maintenant? J'en ai 23. D'accord. Et donc, évidemment, il y a eu la création de cette ASBL. Quand est-ce que tu as créé cette ASBL? Dès mes 18 ans, j'ai compris à quel point il y avait une pression sur le patrimoine et de me poser des questions. Mais tiens, de quel droit un bourgmestre s'autorise finalement la prestance et le droit de raser parfois des monuments classés, des centres-villes entiers, sous prétexte de modernité, sans concertation? Et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Et donc, j'ai rassemblé quelques personnes, des juristes, des architectes, parfois des artisans, des passionnés, parfois simplement, parfois des monsieur, madame, tout le monde, qui trouvent que ces bâtiments font partie de leur identité. Et c'est effectivement, l'association est née de là pour ensuite se développer dans toute la Belgique. Elle est aussi intervenue à l'étranger, dans le contexte de l'Ukraine, où je m'étais engagé comme volontaire sur le front d'un premier plan médical, et puis après j'ai travaillé sur le plan patrimonial pour commencer à évacuer des œuvres en fait menacées par les invasions russes, qui visaient finalement à détruire un maximum de musées aussi, ça on l'oublie souvent, et ça n'intéresse pas beaucoup les gens, mais les Russes ont beaucoup démoli de musées archéologiques et tout ça pour effacer l'histoire de l'Ukraine un maximum. Et c'est là aussi j'ai pu en fait rencontrer des gens qui m'ont expliqué la table rase du communisme dans les années 50, les grands ensembles qui ont été construits en béton communiste, à quel point ça a vraiment détruit en fait leur identité, ça a détruit leur quartier, leur environnement, et de voir qu'eux-mêmes sont en train de revenir à quelque chose de plus local de la chose et plus identitaire dans la conception de l'architecture. Et notamment, j'en discutais avec une directrice du musée à Lviv, qui est une ville vraiment à l'ouest de l'Ukraine, qui me disait, quand on voit l'héritage austro-hongrois, qui a occupé une partie de l'Ukraine, il a été bien plus respectueux, bien plus éthique que finalement quand on voit les blocs de béton qui ont été imposés de force sous URSS. Et c'est là, elle me dit qu'il y a une réflexion qui germe aussi. En quoi est-ce que c'était plus éthique selon elle? Déjà parce que l'architecture austro-hongroise, souvent parfois milieu 19e, fin 19e, utilisait déjà des matériaux locaux et dialoguait avec une architecture qui était déjà existante. Et le fait que ces bâtiments sont toujours là, que cette ville est en partie en plus classée au patrimoine mondial, que par exemple les bourgeois n'ont pas démoli toutes les enceintes des remparts et tout ça, qu'on a conservé l'ancien arsenal médiéval de Lviv, on a conservé des bâtiments médiévaux et qu'on a créé des parcs publics, on a créé des opéras, on a créé des théâtres. Et de voir que cette ville aujourd'hui vit très bien, c'est une ville qui est en plus en plein essor touristique, et à contrario de voir que des villes comme Charleroi, ou des bourgmestres nous faire du révisionnisme de l'histoire, et encore raser des centres-villes complets, alors que déjà Charleroi n'est pas une grande ville en elle-même, son centre-ville reste relativement petit, et de voir qu'en Belgique on fait tout l'inverse. C'est qu'on continue à professer cette table rase, cette grande démolition de masse. Le centre commercial Rive Gauche à Charleroi est un échec total à mon sens. Des matériaux éphémères, des briquettes collées vulgairement sur les murs qui tombent déjà. Ils ont fait un façadisme il y a déjà une vingtaine d'années en disant on sauve le patrimoine. La Rive Gauche a fini le reste. On a démoli les façades qu'on avait conservées et on a fait du soi-disant une galerie commerçante qui redynamiserait le centre. C'est tout l'inverse. Quand on prend l'exemple des bombardements, que ce soit en Ukraine ou en Belgique, quand vous voyez Tournai, qui a été à moitié rasé, voire les 3/4 de Tournai étaient quasiment inexistants. Vous avez la grande place de Tournai, il n'y restait rien. Il y avait juste la cathédrale et le beffroi. Ils ont tout reconstruit quasiment à l'identique, en consommant parfois avec de la brique, des matériaux locaux, de la pierre de taille, parce qu'ils ont imposé que Tournai doit rester Tournai, qu'on ne peut pas mettre du bloc de béton, et c'est pour ça que Tournai est une réussite à mon sens années 50,
parce qu'elle a pris en compte une typologie, une matérialité locale et la participation de ses habitants. Et ce qui fait que Tournai a toute sa beauté sur sa grande place. Et vous n'allez pas dire c'est du pastiche. Mmh. Tu l'as ressenti en Ukraine qu'il y avait une perte d'histoire et une perte d'identité au bombardement? Alors, justement, on a vu que le patrimoine était menacé par les invasions russes. Et on a vraiment aussi un sentiment inverse, c'est qu'on voit la force des gens qui étaient prêts à embarquer des documents sauvés en cas de bombardement, prêts à risquer leur vie pour sauver le moindre parchemin de leur propre histoire. Et quelque chose qui s'est vraiment constaté là-bas. Quand on voit le soin, j'ai déjà vu aussi j'étais à Kiev, et des gens en plein bombardement qui continuaient à mettre des sacs de sable autour d'une statue pour protéger la statue, quoi. Éviter qu'elle soit abîmée. Parce que ça fait partie de leur histoire. L'architecture, c'est là que tu l'as remarqué aussi, certainement dans un contexte de guerre, c'est là qu'on le remarque le plus, fait partie de l'histoire, d'une identité, d'une cohésion, d'un savoir-faire, mais aussi d'un certain bien-être à vivre dans sa ville. Tu l'as constaté là-bas? C'est-à-dire que quand on parlait notamment d'héritage tout à l'heure, c'est vraiment ce mélange entre savoir-vivre et savoir-faire. C'est ça pour moi aujourd'hui le patrimoine. Et c'est ça qui permet une qualité à être transmis finalement au fil des générations. Et là-bas, on avait vraiment ce soin de sauver ces bâtiments. J'ai vu des églises en plein bombardement, des gens qui essaient de les sauver, d'évacuer des documents alors que tout brûlait à côté. Enfin, on a vraiment cette sensibilité par rapport au tissu local, quoi. Mmh. Malgré, personne ne défendait le bloc en béton, ça, je peux vous l'assurer. Et de voir que, inversement en Belgique, même par exemple à Tournai à l'heure actuelle, il y a encore quelques années, ça a un petit peu changé actuellement, mais on avait des bourgmestres qui redémolissaient ce que les gens s'étaient battus pour reconstruire. Mmh. Et donc on voit aujourd'hui que ce que j'appelle la barbarie moderne dans mon livre est encore à l'œuvre et qu'on redémolit même des choses qui avaient été reconstruites par des faits de guerre. Comment est-ce qu'on devrait construire un immeuble aujourd'hui à Liège selon toi pour avoir une ville qui respecte un certain bien-être, une certaine écologie, un contexte mondial, etc. En fait, c'est une réponse qui est extrêmement complexe et je ne peux pas y donner de réponse. Parce qu'un quartier n'est pas l'autre à Liège. Parce qu'une ville n'est pas l'autre en Belgique. Et qu'on a voulu mettre des mots durables et développement durable sur des termes universalistes, on a voulu donner une portée universaliste un peu comme au modernisme, hein, ce qui fait que pour moi, les écoquartiers sont la même chose que les grands ensembles. Et là, je suis la politique de Mathieu Adam qui avait écrit là-dessus. Et finalement, qui fait qu'on ne peut pas dire qu'il y a une architecture durable. Il y a des architectures durables. Qui fait qu'on ne construit pas à Charleroi comme on devrait construire à Verviers. Parce que la matérialité est différente, parce que parfois le climat est différent au niveau de l'humidité, des choses comme ça. Et vous apporter une solution sur la table est trop facile. Parce que si je voudrais vraiment m'y pencher, ça me prendrait parfois des mois à comprendre comment une architecture s'est implantée. Avec sa typologie, sa topographie, avec ses matériaux locaux, son exposition au vent. Et c'est ça, en fait, tout le défi. C'est de pouvoir revenir à un côté humain et à un côté local. Est-ce que malgré tout, il faut compacter l'habitat? Est-ce qu'il faut le rendre mitoyen à tout le monde? Parce que tu n'es pas pour les tours, comme tu le disais, mais est-ce qu'il faut le rendre de plus en plus mitoyen, même dans les campagnes? Oui, ça. Le fait que... En fait, le côté mitoyen se faisait naturellement aussi à l'époque, parce qu'en fait, vous avez une paroi commune qui permet en fait de profiter de la chaleur d'une maison et de l'autre. C'était économique, on ne faisait pas ça, voilà. Et finalement, qu'est-ce qui était individuel quand on regarde le 18e? C'était des châteaux. Des châteaux, des manoirs, c'était des bâtiments bourgeois qui pouvaient se permettre un luxe de consommer un peu plus d'énergie, d'être indépendant, d'être dans son parc. Et aujourd'hui, on a vraiment la classe moyenne qui veut son petit pavillonnaire, indépendant, qui occupe son terrain, qui bouffe du terrain sur la région wallonne, quitte à avoir des dérogations même en zone Natura 2000, ce que j'ai déjà vu ici même à Liège. On va chercher dérogation sur dérogation parce qu'on a des copains en politique et qu'on construit son 4 façades. Est-ce que la villa 4 façades a encore du sens aujourd'hui? Non, par rapport évidemment à une thématique d'étalement urbain, de qualité aussi de la construction de ce genre de pavillonnaire. Aujourd'hui, il y a plutôt une reconsidération de ce pavillonnaire pour pouvoir l'adapter à des enjeux tels qu'aujourd'hui par rapport à cette notion d'étalement urbain, de pouvoir recompléter parfois les trous qui ont été laissés dans ces pavillonnaires et en profiter pour recréer des communautés avec des récréations, des espaces partagés, des parcs, des choses comme ça, des places où les gens peuvent de nouveau ressortir et sortir de cette boîte d'individualisme qui a été faite, quoi. Et c'est une politique qui doit être faite même au niveau commercial où effectivement on doit
poussé la réflexion d'arrêter ces centres commerciaux qui sont en dehors des centres-villes. Je veux dire, on l'a vu à Fos-la-Ville où l'Observatoire du commerce écrit quasiment depuis 2018 chaque année en disant « c'est un désastre, vous tuez votre centre-ville ». Et on vient vider entièrement cellule après cellule commerciale. Et après, on en finit avec un bourgmestre qui dit que raser le centre-ville va sauver le commerce. C'est ce genre aujourd'hui de truc qui est soutenu d'ailleurs par son ministre. D'ailleurs, mais... Ça a été le cas dans beaucoup de villes liégeoises, beaucoup de villes wallonnes tout simplement, beaucoup de villes flamandes aussi à une époque. Et là, ils reviennent un peu en arrière. Ben, c'est le même constat, c'est que quand vous regardez, pour exemple, Oui, qui a son Quick ou tout ce qui est commercial en dehors, bien loin à Bénin, quoi, du centre-ville. Vous allez au Quick de Bruges, il est près de la Grand Place. C'est la différence aussi. Vous n'avez pas un énorme centre commercial qui vient en fait vider le centre de ville de Bruges, quoi. C'est ça, mais donc il y a aussi une cohérence au niveau de l'architecture dans certaines villes, oui. Notamment des villes qui disent non, votre logo jaune, là, avec McDo, on ne va pas le faire jaune, on va l'intégrer, il sera blanc, il sera neutre, etc. Toute une qualité, c'est tout un rapport d'intégration et de prise en compte du contexte qui est aujourd'hui importante à prendre en compte. C'est que par exemple aussi, à Bruges, c'est surveillé, toutes les enseignes sont cadrées, avec même parfois des styles pour s'adapter aux bâtiments dans lesquels ils sont. Le Quick de Bruges n'est pas un bâtiment en béton en plein centre-ville. Il est dans un bâtiment patrimonial où ils ont conservé les poutres d'origine, ils ont conservé les cheminées d'origine, et le bâtiment, justement, a tout son charme. Et justement, Quick en a profité pour refaire même des drapeaux, un peu dans le style du bâtiment. Enfin, c'est ce qui fait toute la beauté, finalement, aussi d'un commerce qui s'implante et qui fait qu'on se souvient de ce lieu. Est-ce que ces bâtiments sont bien isolés? Est-ce que ce n'est pas des passoires énergétiques, etc.? Alors, c'est toujours le problème d'un espèce de greenwashing qu'on a fait autour du bâtiment traditionnel. C'est que souvent, dans les certificats énergétiques, on mettait par ou inconnu, avec un chiffre un peu standard, pour les bâtiments, par exemple, qui avaient une certaine épaisseur de briques. Et donc, on a volontairement choisi de mettre ces bâtiments aussi dans une difficulté par rapport à ces rapports. Et aussi, c'est que la politique, qui est une politique régionale au niveau de ce certificat PEB, est différente en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Donc vous allez chercher un certificateur en Flandre, il aura peut-être un rapport complètement différent s'il vient en Wallonie. Et inversement, donc déjà cette cohérence de performance énergétique est leurrée dès le départ. C'est que finalement, plus une arme pour le promoteur immobilier que vraiment une arme énergétique pour aider les gens. Parce qu'on ne vous dit pas combien de temps l'isolant va tenir, qu'on vous met en polyuréthane ou en polyéthylène ou en laine de verre mal fixée qui après s'effondre. Et finalement, on ne sensibilise pas assez par rapport à la compréhension du bâti ancien. Dans des maisons parfois anciennes, vous avez parfois, ce que j'ai déjà vu dans un bâtiment qui a été récemment rasé par la province de Namur, parfois plus de 70 cm d'épaisseur de mur, moellon de calcaire, on avait un PEB qui était assez... C'était pas exceptionnel, mais qui fait qu'on a une température aussi dans ces bâtiments qui est tout le temps la même, en été comme en hiver. Donc en été, quand il y a des fortes chaleurs, on a un bâtiment qui est confortable. Et en hiver, à l'époque, dans ce bâtiment, il faisait des petites pièces facilement chauffables. On ne chauffait pas tout le hall, on ne chauffait pas tout le bâtiment à 26 degrés. On avait une température constante entre 18 et 20 degrés, elle était bien chauffée avec son petit poêle, comme une maison bourgeoise. Maison bourgeoise, on ne chauffait jamais le hall. C'est pour les invités, comme une église. Mais on avait des petites pièces qui faisaient du 5 sur 5 à l'époque, qui étaient hyper un peu standardisées aussi finalement, mais qui étaient facilement chauffables. Et on avait une bonne hauteur de plafond, ça ventilait mieux les pièces. On avait des bonnes dimensions aussi de fenêtres, mais pas trop non plus. Et enfin, c'est tout ça qui est en train de se perdre, en fait. Cette compréhension de la qualité des matériaux, le fait d'utiliser des gens de qualité. Et c'est le message aujourd'hui, de l'héritage que je vous présente aujourd'hui. Un héritage plus résilient, qui prend en compte à la fois son économie locale, l'aspect social, l'aspect écologique de la chose, et de redonner un peu de fierté aux Wallons dans son territoire. Ton livre qui est dispo dans beaucoup de librairies. Dans toutes les librairies de Belgique, et disponible en France, en Suisse. En France, en Suisse. Magnifique. On peut l'acheter aussi sur Internet peut-être? Il est sur toutes les plateformes, Amazon. Évidemment, moi, je conseille fortement d'aller chez vos libraires, de consommer du local et de ne pas forcément tout de suite commander sur du Amazon. Magnifique. Merci beaucoup, Virgile, d'avoir été avec nous. J'espère que ça vous a intéressé, justement, ce sujet architectural un peu plus pointu, comme ça. C'était fort intéressant. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 16h, pour un nouvel épisode. D'ici là, abonnez-vous, partagez cette vidéo, ça nous aidera bien. Ciao.